Salut Sophie. Salut Florian. Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode du Courrier de la Sterne. On se retrouve comme chaque semaine pour nos découvertes ornithologiques de ces 7 derniers jours. Et on va encore découvrir que on pensait des trucs sur les oiseaux et en fait on étudie les oiseaux et ça se passe pas du tout comme on le croit. Et non. Toujours comme ça. On démarre comme ça, c'est incroyable de voir des oiseaux comme d'habitude faire exactement l'inverse de ce qu'on pensait. Comment ça va Sophie ? Bah écoute, ça va plutôt bien. Bon, il commence à faire un peu chaud par chez nous, donc on voit plein d'oiseaux, c'est bien. Ça me fait plaisir. Nice. Ouais. Nous, on est en pleine période de la migration, donc les jeunes, ça y est, sont pour la très grande majorité, voire quasi toute majorité, partis, ou presque, en tout cas de chez leurs parents. Donc voilà, on commence à avoir quelques afflux de migration. Voilà, on va essayer de voir quelques grues cendrées, ce qui n'est pas évident dans la ville où je suis parce qu'elle passe plus au sud, mais au nord, on a généralement 2-3 grappes d'oiseaux et puis c'est tout. Mais bon, voilà, c'est pas grave. Oh bon, ouais. On croise les doigts, hein ? Ouais, effectivement. Tu nous parles d'un truc incroyable aujourd'hui. Oh, incroyable, tu sais. Si, comme d'hab. Non, je vous parle aujourd'hui du bruit enchanteur et du fait que les scientifiques qui l'ont étudié pensaient arriver à une conclusion sur sa nidification en ville. Et finalement, il se trouve que c'est totalement l'inverse qui se passe. Voilà. Et ça, donc, ce sera Et moi, dans la deuxième partie, je parlerai des oiseaux en Inde. Je sais que c'était la journée internationale des vautours hier. On souhaite la bonne fête à tous les vautours qui nous écoutent. Mais on parlera pas d'eux du coup. Si, on parlera de quelques vautours, mais on n'en parlera pas forcément bien parce que ces vautours, ils sont un peu... et comment dire, la présence des vautours en Inde, c'est un peu la catastrophe quand même. Mais on aura l'occasion de revenir un petit peu plus en détail là-dessus. Mais alors, ce bruant chanteur, qu'est-ce qu'il nous chante et qu'est-ce qu'il nous fait de bien ou de mal par rapport à ce que les scientifiques ont pensé ? Eh bah écoute, le bruit enchanteur, déjà pour présenter un petit peu l'oiseau, parce que en France, normalement, le bruit enchanteur, vous ne l'avez pas, hein, c'est un oiseau qui est endémique d'Amérique du Nord, un petit peu au Mexique, hein, si on veut vraiment pousser un peu, mais c'est tout. Et c'est un oiseau qui va être un petit peu migrateur pour certaines populations seulement, pas pour toutes, et qui pendant sa période de reproduction, comme son nom l'indique, va chanter, beaucoup chanter, particulièrement le mâle d'ailleurs, et il va chanter juste avant, durant la période de reproduction, il chante entre 180 et 200 fois par heure quand même, avec un pic qui peut dépasser jusqu'à 300 fois par heure. Donc on est d'accord qu'il y a du chant. Il y a un niveau. Les bruants sont vraiment des oiseaux fantastiques. Moi j'ai eu l'occasion un jour... je raconte cette anecdote parce qu'elle me scie en deux à chaque fois. Bruant jaune que j'observais, il faisait 35 degrés à 10h du matin. J'étais calmé par la chaleur. En plus, j'étais en prospection. Et lui a pas arrêté de chanter, je crois, pendant 2h30 d'affilée. Enfin, les bruants, c'est quelque chose. Hein. Oh, c'était terrifiant. C'était terrifiant. Vraiment, je sais pas comment il a fait pour pas choper un coup de soleil ou quelque chose comme ça. Enfin, après, les coups de soleil avec les plumes, normalement, oui, ça passe. Voilà, c'est pour ça que j'ai rectifié. Quoique ça dépend des oiseaux. Il y a des zones de peau chez certains oiseaux qui sont nuls. Mais bon. Généralement, c'est coloré, donc il n'y a pas trop de coups de soleil. Donc, notre bruant chanteur, comme tous les bruants, il adore faire du bruit et particulièrement chanter. Il a beaucoup de chants différents. Bref, il en a des spécifiques pour la reproduction et notamment pour la défense du territoire. Parce que c'est ce qu'on fait pendant qu'on se reproduit. On essaie de défendre son territoire, ses petits, son nid, enfin bref, un peu tout, quoi. Hein, c'est normal. Et il y a des études qui ont été faites, parce que c'est un oiseau qui est quand même assez étudié, où on a étudié donc les chants qui ont ce rôle de communication entre deux mâles, hein, qui sont en concurrence, des chants qui sont assez agressifs, au final, quand même. Et donc le chant est un marqueur d'agressivité de la part d'un mâle bruant chanteur face à un autre mâle bruant chanteur, et donc notamment en période de reproduction. Alors, ce qui se passe depuis quelques temps, c'est qu'on a évidemment des bruants chanteurs qui vivent à la campagne, et puis on a des bruants chanteurs qui ont décidé de prendre leur petit baluchon et de venir s'installer en ville. Parce que bon, comme d'habitude, hein, on a la ville qui empiète sur les terres, la nature, hein, ce qu'on appelle la nature, qui est bon,
les endroits encore un petit peu naturels. Et du coup, dans ces cas-là, on a les oiseaux qui viennent s'installer en ville. Et les chercheurs ont supposé que, comme pour pas mal d'autres espèces, la ville est un environnement quand même assez stressant, parce qu'on a plein de stress différents en ville. On a le stress auditif, avec les voitures, avec les gens qui parlent fort, avec des tas de trucs qui font des sons bizarres, enfin bref. Il y a des stress aussi, alors pour les oiseaux pas trop, mais divers... au niveau de l'odorat, il y a beaucoup de senteurs qui sont un peu agressives, et puis il y a beaucoup de choses au niveau visuel aussi qui peuvent être un peu agressifs et qui peuvent inquiéter et notamment être un facteur de stress lors de la reproduction pour beaucoup d'espèces qui ont du coup des saisons de reproduction qui sont qui ont moins de réussite en ville parce que à cause de tout ce stress qui fait du coup que y a moins de jeunes qui sont amenés à maturité derrière. Enfin bref, ils peuvent élever moins de petits à cause de ça. Et donc on se disait que pour le bruyant chanteur, c'était pareil. Parce que du coup, il allait être très inquiet et il allait certainement chanter 2 fois plus parce que il allait essayer de protéger son territoire contre plein de trucs. Parce que du coup, le chant, c'est une marque d'agressivité envers tout ce qu'il y a autour, que ce soit les autres concurrents ou n'importe quoi, pour dire voilà, n'approchez pas, c'est chez moi. Sauf que, dans le dernier papier qui a été publié sur le sujet dans Frontiers, ils se sont rendus compte qu'en fait, c'était pas vraiment le cas. On pensait que ces oiseaux allaient chanter plus en ville pour se protéger, pour être plus agressifs, bref, voilà, c'était normal. Donc ça, c'est effectivement ce qu'ils font, mais ils se disaient qu'à cause de ça, on allait avoir moins de soins parentaux derrière, parce qu'évidemment, si vous passez plus de temps à chanter, qu'est-ce qui va se passer derrière ? Vous avez moins de temps pour faire le reste, donc vous avez moins de temps pour vous nourrir, vous avez moins de temps pour dormir, vous avez moins de temps pour vous occuper de la nichée. Il y a une dépense énergétique qui est aussi qui est plus importante. Exactement. Et puis bon, rien qu'entend, quand on vous dit que ça peut chanter entre 180 et 200 fois par heure en moyenne, voilà. Vous imaginez que vous doublez ça. Ça fait quand même 3 chants par minute. Ça fait très rapide. Ça fait très rapide. Ça fait 3 chants par minute. C'est énorme. Oui, c'est énorme. Donc ça fait beaucoup de dépenses énergétiques, comme tu dis, et puis ça fait beaucoup de temps de perdu, parce que vous rajoutez ça, mettons qu'il fait ça pendant 1 heure, puis du coup il rajoute une autre heure derrière pour encore chanter, alors que normalement il le ferait pas. Bon voilà, c'est du temps de survie derrière. Et du coup, il se disait, avec raison, si on prend plus de temps pour chanter, du coup, il y a moins de temps pour s'occuper de la nichée, donc ça doit être de très mauvais pères au final. Et pas du tout. Il se trouve qu'en fait, les pères bruyants chanteurs qui vivent en ville sont genre des super papas. Incroyable. Ils sont capables de chanter 2 fois plus que les bruyants chanteurs qui sont à la campagne, mais en même temps, ils s'occupent 2 fois plus de leur nichée. Mais non. Si. Genre, ils les nourrissent plus, ils apportent plus de nourriture, ils les protègent plus, ils sont plus souvent au nid. C'est ce qu'ils ont calculé donc le temps que les pères passaient au nid, pour aider la femelle à nourrir les petits, parce qu'ils sont 2 dans l'histoire, évidemment. Et en fait, les pères bruyants chanteurs s'investissent plus dans la nichée lorsqu'ils sont en ville, et ils s'investissent plus dans la défense du territoire lorsqu'ils sont en ville aussi. Donc en fait, les papas bruyants chanteurs en ville sont genre des super papas. Incroyable. Alors moi je vais faire l'avocat du diable, bien sûr. Combien on a de bruyants qui ont été pris dans cette étude, et quelle zone géographique couvre l'étude, parce que ça peut changer selon qu'on a une toute petite ville ou un grand espace géographique concerné. Alors ils ont étudié 6 sites différents dans le sud de la Virginie. Sur 4 saisons de reproduction, donc il y a eu quand même 4 ans au total d'études. Alors après, pour le nombre de couples exactement qui a été étudié, il faut que je retrouve ça. Voilà, 86 nids, 67 en zone urbaine et 19 en zone rurale. Et ils ont aussi monitoré 166 et 119 oiseaux seuls, sans pour autant qu'ils aient des nids à côté. Donc ils ont quand même un sacré... on a un petit échantillon un peu solide, effectivement. Ouais. Et donc pourquoi est-ce qu'il y a des hypothèses concernant le fait du pourquoi les bruyants chanteurs seraient des super papas? Je pense que ça va être le titre de l'épisode. Les super papas.
Bah, on ne sait pas trop, parce qu'en fait, on n'a pas encore beaucoup de compréhension. On sait plus ou moins comment ça se passe dans le milieu naturel, on comprend les relations dans un milieu donné, les relations écologiques, enfin bref, les relations trophiques dans tous ces milieux-là, on les comprend. Mais on a du mal encore à comprendre les relations qui se passent dans un milieu qui est très anthropisé, comme une ville, hein, pour ces bruyants chanteurs, parce qu'on ne sait pas exactement comment ça influe sur ces interactions, et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils étaient très étonnés de trouver ce résultat, parce qu'ils s'y attendaient mais pas du tout. Et donc ils n'ont pas beaucoup de compréhension sur pourquoi, en fait. Ils savent même pas. Je pense que, d'après ce que j'ai pu lire, ils n'ont pas envie de trop s'avancer, parce que là, ils sont pas capables de poser des hypothèses sur pourquoi ça se passe comme ça. Donc je pense qu'ils vont certainement continuer à étudier la question. Je pense qu'ils vont refaire effectivement une étude. C'est pour ça que je posais la question vis-à-vis du nombre d'individus qui étaient le truc aussi, c'est qu'on a des études sur d'autres oiseaux qui, cette fois-ci, ont trouvé l'inverse. C'est-à-dire qu'ils ont un temps d'incubation qui a décru en ville, avec des soins parentaux qui décroissaient aussi. Donc ça peut dépendre aussi des oiseaux et de leur biologie et de comment ils réagissent à un environnement donné. Donc pour l'instant, ils sont quand même assez frileux sur balancer des hypothèses comme ça sur pourquoi ça se passe comme ça. Tout ce qu'ils savent, c'est que c'est comme ça que ça se passe pour eux. C'est tout. Non, après, il va falloir trouver pourquoi. Et ils en savent pas trop. Incroyable, vraiment, c'est dingue. Voilà. C'est dingue. N'avait plus qu'à compléter du coup avec d'autres études pour infirmer ou confirmer les premiers résultats. Parce que c'est toujours le problème de la nature, c'est qu'on a un résultat sur une étude donnée, parce qu'on vous parle d'études données dans le courrier de la Stern, mais le problème c'est que pour que cette étude soit réellement validée, il faut d'autres études qui puissent confirmer ce qu'on vous a dit en premier lieu. Donc c'est toujours, c'est parfois compliqué de vous dire qu'il y a un résultat, et puis au final on fait une autre étude, on se rend compte que c'est pas le même résultat. Donc voilà, il y a toujours cette incertitude là qui peut émerger. Là, c'est des études actuelles, donc c'est vraiment des news. Là, on est sur la science vivante. Là, c'est ce qui se passe maintenant. Donc, c'est sûr qu'il est possible que dans l'année prochaine, dans 2 ans, on vous dise, en fait, ils ont trouvé un résultat différent parce qu'en fait, ils n'avaient pas pris tel paramètre et tel paramètre en compte. Et bon, c'est tout à fait possible. Hein. C'est comme ça que la science avance. C'est normal. Moi, je vais parler de l'état des lieux des oiseaux d'Inde. Alors pas de la dinde, hein. Je parle de l'Inde, le pays bien sûr. Celle de Noël. La fameuse dinde de Noël. Ouais. Alors c'est un état des lieux qui est tombé la semaine dernière, qui est totalement consultable en ligne sur un site spécifique. Comme d'habitude, on vous mettra le lien de tout ça dans la description du podcast, avec divers partenaires qui ont réalisé cet état des lieux, le Wildlife Trust of India, le WWF, on a diverses associations de défense animale, de conservation, plus de défense que d'Inde et d'autres comment dire et d'autres associations d'autres partenaires de ce type-là. Et donc, bilan qui avait été fait en 2020, qui a été donc refait en 2023, qui se base une très très grande majorité du temps sur des chiffres qui ont à peu près, ce qui glisse sur une période de 20 à 30 ans. Donc si vous consultez l'étude, vous verrez des graphiques qui partent d'environ 2000, voire parfois 1990, et qui arrivent jusqu'à aujourd'hui, parce que justement on fait une étude de l'évolution de la présence des différentes espèces d'oiseaux. 942 espèces d'oiseaux observées en Inde, quand même pas mal, hein, mine de rien. Pas mal, hein. C'est un beau chiffre. C'est un total de 30 000 ornithologues qui ont réalisé ces observations, et ce nombre d'observations s'élève à 30 millions
Énorme, hein. Alors, par contre, il précise pas si les 30 millions, c'est sur la période 2020-2023 ou si c'est depuis le début de la création de ce document d'études. J'arrive pas à retrouver le mot que je vais retrouver. L'état des lieux, voilà, merci. Je cherchais le mot état des lieux. État des lieux. Mais ça fait quand même de très très belles, ça fait quand même de très très belles observations. Chiffres, hein. Oui. Effectivement. Sacré chiffre donc, on a remarqué que la grande majorité, on a 39% d'oiseaux qui sont en diminution dans le pays, ce qui est quand même ce qui est quand même beaucoup. 178 sont ce qu'ils considèrent en high priority de conservation, donc il faut les conserver à tout prix, sinon ils vont disparaître. On va y revenir d'ici quelques instants. 217 espèces sont en augmentation, mine de rien, et certaines sont en augmentation avec de sacrés chiffres. On y reviendra d'ici quelques instants. Bon, après il y en a certains, on va vous le teaser, mais le pigeon biset, bon, c'est pas une surprise qu'il soit en augmentation. Oui. Et on a évidemment des oiseaux qui se prennent, mais véritablement des taules, les rapaces particulièrement, les limicoles arctiques. 80% de diminution sur l'espace de 20 ans des limicoles arctiques. C'est un petit peu mieux pour ceux du paléo-arctique. Les canards également sont en diminution. Et comme je l'ai dit, on a des espèces qui sont menacées, on va y revenir d'ici quelques instants, mais on a aussi des espèces qui sont listées en préoccupation mineure sur la liste de l'Union internationale pour la conservation de la nature. C'est le cas par exemple de la sarcelle d'été, de la sarcelle d'hiver. Qui sont considérés justement en haute priorité de protection en Inde. La grue demoiselle également, la pygriache Isabelle pour citer un autre oiseau. Et on a quelques espèces qui sont en danger critique d'extinction qui elles aussi diminuent. Et malheureusement, c'était la journée internationale des vautours hier. Donc, comme ça, vous savez à peu près à quelle date on enregistre cet épisode. Et ben, le vautour royal et le vautour indien notamment sont des oiseaux qui sont en très très forte diminution et qui pourraient disparaître d'ici une dizaine voire une vingtaine d'années si rien n'est fait. Donc voilà, on a vraiment des espèces qui sont très très mal. Ils ont fait aussi un comparatif vis-à-vis de la nourriture. On reviendra aussi par rapport à l'environnement qui est évidemment dégradé. Mais par rapport à la nourriture, ils ont remarqué qu'il y avait une augmentation du nombre d'oiseaux de 5% pour ceux qui étaient consommateurs de fruits et de nectar. Ce qui est assez intéressant. Est-ce que les calaos sont dans le tas ou pas ? Évidemment que les calaos sont dans le tas. On a une chute de 30% pour les oiseaux qui mangent les invertébrés et de 60% pour les omnivores. Et là, je m'interroge parce que omnivore, qu'est-ce que ça comprend ? Pour moi, ça comprend à la fois capable de manger de la viande, capable de manger tout ce qui peut être graines et autres. Donc, typiquement, qui ont la possibilité de vraiment se nourrir d'un peu tout ce que la nature peut leur offrir. Et j'étais vraiment très surpris de découvrir que ce chiffre ahurissant de 60%, moins 60% d'omnivores par rapport à la nourriture qui est consommée. Donc voilà, un chiffre particulièrement alarmant. Un autre chiffre particulièrement alarmant, c'est pour le vautour Chogram. Je crois que je l'ai bien écrit comme ça, je vous le remettrai au pire au titre, qui lui a disparu, ou quasiment disparu, parce que sur les 30 ans, on est à environ 100% en fait de la disparition des effectifs. On touchait le 97-98%. Donc voilà, ce sont des chiffres qui sont particulièrement désastreux pour certaines espèces, dû bien évidemment à plein de menaces. On parle des inondations. Ça, c'est un truc assez surprenant, mais les inondations, c'est quand même quelque chose qui est extrêmement important. On rappelle qu'en Inde, il y a ce qu'on appelle le phénomène de la mousson, qui apporte des pluies torrentielles. Et lorsque ces phénomènes se déclenchent, la nidification n'est pas forcément toujours prête. Et donc forcément, on a des pertes à ce niveau-là. On a des écrasements dus à des bovins, parce que les bovins sont bien représentés en Inde. Et ça représente visiblement un assez grand nombre d'oiseaux d'œufs en tout cas, qui sont écrasés par ces mammifères. Après, on a la prédation.
Exactement. On a la prédation, on a évidemment l'état de la pollution des rivières, les pesticides pour les rapaces, on a aussi la chasse. Bon, voilà, des menaces qu'on retrouve bien évidemment très régulièrement concernant les oiseaux. Mais on va quand même terminer sur sur des petits chiffres qui sont encourageants. Le pigeon biset. À ton avis, augmentation de combien en l'espace de 30 ans pour le pigeon biset? Oh Même là, 20 ans pour le coup sur ce dernier chiffre. 20 ans, je sais pas, peut-être mettons 30-40%. 150%. 150%. 150%. Un autre oiseau Enfin. avec une augmentation extraordinaire, c'est le Prignat cendré. 130%. D'où ça vient, Qui ça, est du un, coup. qui est un oiseau qui inféode les parcs et les jardins. Donc il trouve un habitat qui lui convient très bien. Ah, ça explique. Et on a aussi le coucou Coel qui lui aussi est en augmentation. Plus 75% sur les 20 dernières années. Oh, c'est quand même quand même un bon chiffre. Coucou Coel qui parasite d'ailleurs les nids de... Alors je sais pas si c'est des corneilles ou des corbeaux en Inde, je sais plus. Mais qui parasite en tout cas ces nids-là. Et les corvidés élèvent les petits sans trop de soucis. Il y a un peu la même chose avec le coucouget, la corneille noire en Europe. Parce que il y a une espèce d'accord tacite entre guillemets ok, je nourris ton petit mais tu vires pas les miens du nid. Oui, c'est un peu le même fonctionnement ici. Et un dernier truc très important par rapport à cette étude, c'est qu'il y a énormément de data deficient, c'est-à-dire de données insuffisantes concernant une grande majorité des espèces d'oiseaux. Alors je sais plus quel est le nombre de data deficient, mais il me semble qu'il est énorme et qui montre qu'en réalité on a beaucoup encore de choses à trouver vis-à-vis de certaines espèces d'oiseaux et vis-à-vis de certains groupes d'oiseaux carrément, parce que l'Inde effectivement est un grand territoire, pas forcément toujours très accessible, donc forcément il y a des connaissances que nous n'avons pas. Voilà, j'ai trouvé le terme, on est à peu près sur 299 espèces où on aurait des données insuffisantes. 299, voilà. Oui, c'est déjà pas mal. 299, et on estime sur le long terme qu'on serait à environ 420 espèces avec des données insuffisantes. Voilà. Donc, force est de constater que on reste quand même sur des chiffres qui sont, pour la très très grande majorité, encore un peu inconnus. Donc, il y a des oiseaux. On ne sait pas spécialement s'ils se portent très bien, on suppose que non, ils ne se portent pas très bien, mais on ne sait pas à quel degré ils ne se portent pas très bien. Donc voilà, on a parlé des calaos aussi, effectivement, ils sont en augmentation aussi. Je ne sais plus de quel ordre, je crois que c'est 50% ou 75%, je ne sais plus. Mais en tout cas, eux aussi sont pas trop mal représentés en Inde. Voilà, petit bilan des oiseaux qui sont présents en Inde, sorti en 2023. Le dernier daté de 2020. Voilà. Alors je ne sais plus si c'est avant ou après la Covid, mais en tout cas, il datait de 2020. Ok. Bon, c'est plutôt bien d'avoir des oiseaux qui augmentent en nombre, parce que bon... Ah oui, mais faut pas oublier ça. On a tendance à parler des oiseaux qui disparaissent, bien évidemment, mais on a aussi des oiseaux qui ont des effectifs qui augmentent. Hein. Vous les connaissez, hein, les tourneaux sansonnets, pigeons bisets, pigeons ramiers, les corvidés. Pas tous d'ailleurs. Le corbeau-freux est en diminution en France. Moins 35% en 30 ans du corbeau-freux. Ce qui pourrait surprendre. Hein. Vu que la chasse a été interdite. C'est un oiseau qu'on voit très souvent, etc. Mais non, en réalité, le corbeau-freux est en diminution dans notre pays. On ne voit pas si souvent que ça, au final. Hein. Franchement, on voit pas si souvent que ça, effectivement. On voit des corneilles, à ne pas confondre avec des corbeaux, comme d'habitude. Mais, absolument. Mais non, le corbeau-freux, c'est vraiment un gros oiseau. Vous allez le reconnaître tout de suite si vous le voyez avec un gros bec. c'est pas petit. Un bec blanc, vraiment caractéristique. Le bec de la corneille noire est noir, justement. Donc, et puis c'est un petit oiseau, la corneille, comparé au corbeau, vraiment, il y a une grosse différence. Hein. Oui, puis il y a aussi différences sociales, notamment pour la nidification, où les corbeaux se réunissent dans des corbetières, alors que les corneilles, elles sont plus en mode je fais mon nid, j'ai mon territoire. Oui, voilà. C'est chez moi ici. Gigre et Marilyn, qui seraient là, ne nous contredirait pas, je pense.
vis-à-vis de. Mais voilà, petit état des lieux. Je sais pas si c'est fait dans beaucoup de pays ce genre d'état des lieux. Je pense que oui. Je sais pas si en Afrique du Sud par exemple vous avez un état des lieux qui est fait tous les 3, 4 ans, 5 ans, je sais pas, des oiseaux qui sont présents. Non, pas exactement. Après, on a des états des lieux qui sont sur certaines espèces en fonction de ce que le gouvernement demande. Donc là, par exemple, on a eu des états des lieux pour des espèces qui sont en voie d'extinction, en voie de disparition, donc le manchot du Cap, par exemple. Mais on n'a pas eu d'état des lieux général pour toutes les espèces d'oiseaux. On a des listes d'oiseaux qui sont protégés ou pas, mais c'est tout ce qu'on a. Eh ben, nous allons conclure cet épisode ici, en espérant qu'il vous a plu, bien sûr. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Courrier de la Sterne. Un très grand merci à toi, Sophie, de m'avoir accompagnée. Veux-tu rajouter un petit mot ? Non, et merci à toi de faire tous ces épisodes. Ah bah, merci à toi d'y participer, comme d'habitude. On se renvoie l'appareil, mais c'est ce que je pense. Vous pouvez bien évidemment nous retrouver en podcast. Vous pouvez nous retrouver sur Twitter, @spotcdls, pour suivre l'émission. Vous nous retrouvez également sur YouTube. Ce sera quand même du podcast, mais vous pouvez nous retrouver sur YouTube. Et on vous donne donc rendez-vous d'ici une petite semaine pour un nouvel épisode du Courrier de la Sterne. D'ici là, soyez des super papas et des super mamans. Et à la semaine prochaine. Bye bye.